Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Elections Cameroun et l'Organisation des Nations Unies, une convention pour le renforcement des capacités institutionnelles et la promotion de la participation citoyenne. Le contenu du projet d'assistance technique de l'ONU au Cameroun a récemment été dévoilé suite aux dénonciations et appels à la transparence de certains partis politiques de l'opposition. Dans le document de 7 pages, les Nations Unies s'engagent à contribuer à la création et au maintien d'un environnement de confiance entre les principaux acteurs électoraux ainsi qu'à sensibiliser les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les populations vulnérables à l'importance du processus électoral. Concrètement, 7 agences spécialisées des Nations Unies interviendront au Cameroun durant 30 mois pour une assistance technique estimée à plus de 3,4 milliards de francs CFA. Un investissement colossal pour apaiser le climat politique avant, pendant et après les scrutins présidentiels, législatifs, régionaux, municipaux et sénatoriaux. Si le montant fait réagir, les contenus du partenariat ne rassurent toujours pas certains acteurs politiques qui jusqu'ici le voient d'un mauvais œil. Quels mécanismes de suivi garantiront l'efficacité et la neutralité de cette assistance onusienne face aux craintes d'ingérence soulevées par l'opposition? Comment cette initiative impactera la crédibilité des prochaines élections au Cameroun? On aura l'analyse de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, les violations des droits de Maurice Kamto lors de son séjour à Douala continuent de susciter l'indignation. Le traitement réservé au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a provoqué de vives critiques de la part de personnalités politiques, d'avocats et d'acteurs de la société civile. Kawala de Stand Up for Cameroun, les avocats Christian Timban Bomo et Claude Assira, ainsi que plusieurs autres figures, dénoncent unanimement des actes de séquestration et une violation flagrante des droits humains. Ces condamnations font suite à l'arrivée de Maurice Kamto à Yaoundé après un séjour difficile à Douala, Fondre des Marquaises. After arriving in Yaoundé, where he was received with pomp and pageantry, the leader of the Cameroon Renaissance Movement Party, Maurice Kamto, addressed his supporters, urging them to surprise those who think Cameroon will be unstable during the 2025 presidential election. Partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, je dis le Cameroun ne va pas brûler. Parce que nous sommes un peuple responsable. Je voudrais donc qu'on surprenne le monde. Kamto's 2-day stay in Douala was not smooth, preventing him from meeting his militants as planned. This act of preventing the CRM leader has been condemned by other politicians such as Kawala of the CPP. Je crois que nous sommes dans une situation où personne ne peut exercer convenablement ses droits politiques. Il est alors important que nous nous mettons ensemble. Je sais que nous avons beaucoup de divergences. Je sais que nous avons des approches différentes. Mais pour la défense de nos droits fondamentaux, nous devons travailler ensemble. Adding his voice to the recent happenings, Christian Bomo Timban, a lawyer and civil society activist, condemned the act, saying it's a violation of human rights. Another legal mind, Claude Assira, weighed in, saying it is an attempt to intimidate and muzzle politicians, adding that such practices don't speak well of a democratic country like Cameroon. Rebecca Nonchong, another critic of the regime, on her X, formerly Twitter account, criticized the treatment of Maurice Kamto during his passage in Douala, questioning why the regime is afraid. Other influential Cameroonians like Jean-Bruno Tanier have also been blunt, raising eyebrows about the treatment the CRM party chair received in Douala. La procédure de délivrance de la carte nationale d'identité reste difficile au Cameroun. Un constat de l'honorable Koupit Adamou, député à l'Assemblée nationale, après le discours du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative.
alors que le président lance un appel à l'inscription sur les listes électorales et à la simplification de la procédure d'obtention de la CNI. Des députés du SDF et de l'UDC dénoncent un décalage entre les promesses et les réalités vécues par les citoyens. Ils réagissent dans cet élément de Julien Bapungue et Fondré Marquez. The second ordinary session of the National Assembly kicked off on Tuesday in Yaoundé at the Pobia Glass House. Kavayege Jibril, Speaker of the House, insisted that Cameroonians should enroll massively on the electoral list while calling on election organizers to make enrollment kits available. Ngala Gerard is a CPDM MP. His speech was concentrated on that particular aspect of that election. He spoke about the identity card and voters card. He wants all those of the voting age to have their voters card. That is why he insisted on the government and the Delegate General for National Security to make available a national identity card kits so that all Cameroonians should be registered on the electoral list, because we want a fair election. We want Cameroonians to vote massively. Kavayege Jibril called on the appropriate authorities to simplify the process of issuing national identity cards to Cameroonians. Reacting to the House Speaker's speech, Kupita Damo of the CDU party raised concerns about the issuance of national identity cards, which he described as cumbersome. Interpeller fortement le gouvernement de nous expliquer si la nouvelle mesure de délivrance de la carte nationale d'identité était beaucoup plus facile d'accès et de délivrance que l'ancien. Nous les avons interpellés sur le contenu du prix qu'on avait demandé de payer, à savoir 10 000. Et le gouvernement nous avait dit solennellement et devant toute la nation que les 10 000 était le prix unique à payer pour obtenir la carte nationale d'identité en 48 heures. Ça voudrait dire que c'était en dispense de production de toutes les autres pièces, notamment le certificat de nationalité, la copie date et autres. Et que quand vous payez 10 000 au poste d'identification, vous devrez avoir votre CNI en 48 heures. Malheureusement, le PAN vient de démontrer que s'il y a des gens qui lui donnent des informations, ils lui donnent de fausses informations et il est décousu des réalités du terrain. Jemini Benudi of the SDF, while castigating the House Speaker's speech, called on the election organizing body to distribute voter cards. The House Speaker in his speech drummed up support for a massive turnout in the October polls. Presidential Minute. Suite à présent de notre série consacrée aux origines d'Elections Cameroun, ayant constaté la non-opérationnalité de l'Observatoire national des élections ONEL dans ces deux versions, le gouvernement va décider de créer un nouvel organe en charge des élections. Elections Cameroun, en abrégé Elecam, voit le jour au terme de la loi du 29 décembre 2006. Les minutes présidentielles ce soir ouvrent une fenêtre sur son organisation et son fonctionnement. C'est avec Roland Tapi. Elecam est créé au terme de la loi 011 du 29 décembre 2006. Aux alinéas 2 et suivants du premier article, il est dit que Elections Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Elections Cameroun exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur. Elections Cameroun est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion. Le siège d'Elections Cameroun est fixé à Yaoundé. De ce premier article, il est clairement établi l'indépendance de l'organe, les élections devant en principe être un moment où, en toute objectivité, l'organisateur crée un environnement favorable et équitable pour tous les candidats, tous les partis politiques et pour tous les électeurs. Dans l'absolu, abstraction faite de l'imperfection de l'œuvre humaine. C'est en tout cas le sens de l'article 2. Les membres de l'Elections Cameroun doivent s'abstenir de tout ce qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de leur mandat, d'user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leurs fonctions. Aussi, les membres de l'Elections Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. Sauf cas de flagrant délit, les membres de l'Elections Cameroun ne peuvent non plus faire l'objet de poursuites judiciaires pendant l'exercice de leurs fonctions.
Tout est en effet prévu pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter. Une immunité presque totale leur est accordée dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont de ce fait à l'abri du chantage. Personne n'oserait porter plainte contre eux. Aucun administrateur civil, aucun ministre, n'importe qui de la fonction publique ne devrait lui donner un ordre. Mais il faut relever que ce blanc-seing est également un couteau à double tranchant, car il peut aussi donner lieu à des abus de toutes sortes qui ne sauront être réprimés en temps réel du fait de cette immunité qui les couvre. Dans tous les cas, si cela arrivait, ce serait une simple déviance, l'objectif initial étant de leur donner suffisamment d'autonomie et d'indépendance pour faire leur travail en toute objectivité et éviter qu'à l'issue d'une élection, il y ait à redire sur l'organisation. Presidential Minute. Dans la suite du journal, nous cherchons à comprendre les véritables raisons qui poussent les jeunes filles à mener une vie de débauche. À ce sujet, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est monté au créneau il y a quelques jours pour dénoncer une pratique qui vise à recruter et à exploiter sexuellement les jeunes filles. À Bafoussam, ce que certains parents appellent la prostitution juvénile semble avoir élu domicile dans la société. La population évoque le suivisme, la facilité, la misère ambiante, l'absence des parents et de l'État qui auraient, d'après ceux-ci, abandonné leurs devoirs régaliens. À l'ère des réseaux sociaux, ce phénomène prend des proportions inquiétantes. Franj Roktasonkin et Loïc Teguia ont donné la parole aux parents et jeunes filles du département de la MIFI. On les écoute dans cet élément. Que nos enfants se livrent à la prostitution dans ce dehors. L'alerte est lancée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Le site GDLO, mêlant pornographie et proxénétisme, cible principalement les jeunes. Ce qui peut motiver une jeune fille à vendre son corps dans les réseaux sociaux, c'est l'effet de suivisme. Moi, je me dis qu'il y a le suivisme, la facilité et la pauvreté, vraiment la misère. La misère peut pousser une jeune fille inconsciente à se livrer à de telles pratiques. Ces quelques raisons énumérées peuvent pousser les jeunes filles, parfois à peine pubères, à se livrer au métier le plus vieux du monde. Cette activité, selon les habitants de la MIFI, a été mieux développée grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont gâté beaucoup nos enfants. Et moi, je pense que le gouvernement devait prendre attache à ces choses-là. Prendre des mesures draconiennes. Parce que nos enfants, actuellement, là, sont entrés dans l'histoire, je ne sais pas, on appelle le cure, la cocaïne, la drogue, etc. Il y a des sites pornographiques là-dedans. Il y a ceci, cela. Les enfants achètent des téléphones Android. On les convainc d'entrer dans ce genre de sites. Voilà comment, quand ils entrent, ils voient des choses et ils veulent pratiquer sans savoir que ce n'est pas bien. C'est un acte sexuel. Ça les pousse à pratiquer. Les nouvelles technologies de l'information ont profondément transformé cette jeunesse, dit-on. Une technologie parfois sans contrôle, au cœur de nombreux malheurs dans les familles. Dans cette ville, qui n'est pas épargnée de ce que certains qualifient de prostitution juvénile, les responsabilités sont partagées. Le principal éducateur devrait être les parents. À cause des difficultés que les parents rencontrent parce qu'ils sont obligés de se battre à longueur de journée, parfois rentrer tard, et très peu sont ceux qui savent ce que font leurs enfants. Et voilà pourquoi ils ont progressivement, pour beaucoup, perdu cette ascendance, ce contrôle sur les enfants. Et du coup, je pense que l'autre responsabilité, en dehors de celle des parents, c'est surtout l'État. Parce que l'État devrait réguler justement les activités des réseaux sociaux. Face à la montée exponentielle des maux qui minent la société, cet homme, la cinquantaine et plus, indique avoir trouvé une méthode pour aborder cette problématique avec sa progéniture. Moi, je prodigue les conseils à mes enfants. Je leur dis que voilà, la sexualité que vous voyez là, ce n'est pas bien. Quand elle est précoce, ça ne marche pas. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça pour éviter ce genre de choses. Ne suivez pas des gens n'importe comment. Ne vous en donnez pas dans des téléphones Android, parce que c'est surtout d'abord là-bas que ce genre de choses arrivent et que nos enfants sont livrés. La protection des enfants et la régulation des réseaux sociaux sont désormais des mesures urgentes à envisager face à une jeunesse visiblement en perte de repères. En sport, Coupe du Cameroun, c'était un récital de volley-ball chez les dames comme chez les messieurs pour la formation entraînée par Will Sogué.
Le palais des sports de Yaoundé a vu dimanche dernier l'hégémonie d'une équipe Lito Team en Coupe du Cameroun de volleyball pour une fin de saison riche en spectacles. Les détails avec Charles Douglas Ndemba. Cette année, Dame Coupe a fait son choix au volleyball camerounais. C'est Lito Team qui sera son compagnon au moins pour une saison, tant chez les messieurs que chez les dames. C'était une véritable razzia dimanche dernier au Palais des Sports de Yaoundé pour les finales de la Coupe du Cameroun de volleyball. Chez les dames, Lito Team s'est imposé 3-7 à 1, 25-19, 25-21, 15-25 et 25-16. Une victoire synonyme de doublé qui a consacré Christine Gatcheux, meilleure joueuse de la saison. Ah oui, je m'attendais parce que j'ai fait une très belle saison au niveau du championnat et du coup, je m'attendais à être MVP de cette saison. Ce qui a fait ma particularité, c'est que je me donne à fond à chaque match et j'essaye de maximiser, de ne pas faire des fautes, de réduire les fautes. Et c'est pourquoi je peux dire que je mérite. Chez les messieurs, malheureusement pas de doublé pour Port Autonome de Douala, surclassé par Lito Team 3-7 à 1, 25-18, 26-24, 21-25, 25-19. Un grand accomplissement pour le jeune Collins Boyova. En fait, c'est une joie vu que c'est une première médaille pour moi. Ça n'a pas été facile puisque nous préparons cette victoire depuis beaucoup de mois aujourd'hui. Que nous avons toujours rencontré les difficultés face à cette équipe du Port Autonome de Douala. Mais aujourd'hui, nous avons pu les battre et puis être le vainqueur de cette Coupe du Cameroun. C'était une bonne aventure pour moi. C'était une deuxième compétition majeure pour moi. C'est ma deuxième année en senior. Donc, je souhaite vraiment aller plus loin. Un doublé donc pour Lito Team qui se positionne comme la meilleure équipe du Cameroun, chez les dames comme chez les messieurs cette saison en coupe. Une saison qui restera une réussite à en croire le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Bello Bourtan. Nous avons un champion du Cameroun, nous avons des champions en dames et messieurs, nous avons des vainqueurs de la coupe et cette journée est l'apothéose d'une saison dont nous avons respecté entièrement le chronogramme et respecté les délais de la Fédération internationale dans le cadre des compétitions nationales. Et à la fin de cette journée marque le début de nos compétitions internationales. Donc je suis un président heureux. Place désormais aux compétitions africaines et des vacances bien méritées pour certains. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Collaboration à Elections Cameroun, Nations Unies pour une assistance technique au processus électoral au Cameroun. Des leaders de partis politiques de l'opposition obtiennent la publication du contenu de la convention signée le 9 mai dernier. L'essentiel des 3 milliards de francs CFA accordés au Cameroun servira au financement du renforcement des capacités des parties prenantes à l'organisation, la participation et le bon déroulement des échéances de 2025 et 2026. Seulement, des points vitaux n'ont pas été évoqués, à l'instar de l'application de l'article 80 de la loi électorale, le déploiement des scrutateurs dans tous les bureaux ou encore la modification du code électoral tant contesté, entre autres. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas publié l'intégralité de la convention entre Elections Cameroun et l'ONU? La lecture de Jean-Paul Chuyat. Revendiquant depuis des semaines le contenu de la convention signée entre l'État du Cameroun et les Nations Unies, des partis politiques de l'opposition exclus de cette concertation autour du processus électoral viennent d'obtenir partiellement gain de cause, à savoir la publication intégrale du document de 7 pages, paraphé le 9 mai dernier entre Elections Cameroun et l'ONU. Cette convention pour une assistance technique électorale de 3 milliards de francs CFA vise à renforcer les capacités institutionnelles des administrations en charge du processus électoral, accroître le professionnalisme des agents de l'ECAM et son personnel sur le terrain, la formation des autres parties prenantes au processus électoral, notamment les formations politiques, les organisations de la société civile, les médias, le Conseil constitutionnel, les juridictions administratives, les leaders religieux à même de jouer un rôle déterminant dans la cohésion sociale et la prévention des conflits. De même, le projet cible l'appui à la sensibilisation, l'éducation civique, un plaidoyer à la participation civique, citoyenne et inclusive des jeunes, femmes, handicapés, populations autochtones pygmées Mbororo et les déplacés internes,
et dans une approche transversale de consolidation de la paix au Cameroun pendant les différentes échéances électorales à venir. La Convention ELECAM Nations Unies va apporter des appuis aux plateformes consultatives, les commissions mixtes de révision des listes électorales, les hommes de médias et le Conseil national de la communication pour leur impact positif dans la création d'un environnement électoral rassurant et pacifique. Au volet purement de l'assistance, la les dysfonctionnements récurrents du parc informatique et le fichier digital d'ELECAM. L'acquisition des équipements électoraux de pointe ne figure nulle part, l'essentiel du budget étant consacré aux séminaires et ateliers de formation, de renforcement des capacités. Au-delà de cette assistance technique électorale acquise, des questions au fondement des revendications des partis politiques n'ont pas été évoquées, à savoir l'exigence du respect de l'article 80 du Code électoral sur la publication de la liste électorale nationale, consolidant le nombre effectif d'inscrits dans les registres de l'ECAM, la révision de la loi électorale, l'adoption du bulletin unique et la publication express des résultats définitifs, des ajustements tant souhaités par des partis de l'opposition et la société civile, et surtout à même de garantir l'équité et la transparence dans le jeu électoral au Cameroun. Des points aussi sur lesquels ELECAM aurait pu solliciter l'ONU pour mettre d'accord tous les acteurs du processus électoral dans sa correspondance du 13 mai 2024, demandant une assistance technique onusienne au cycle électoral 2025-2026, suivi d'une mission d'évaluation des besoins électoraux conduite par 6 organes du système des Nations Unies en juillet 2024. Convention signée entre Elections Cameroun et l'ONU ce soir. Cissé Bamanga, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir convié une fois de plus à Balafon. Permettez-moi de saluer tous les Camerounais qui nous regardent actuellement et qui vont nous regarder plus tard, c'est-à-dire en direct et en légiféré ou alors, si vous voulez, sur les plateformes du digital. Je salue vos techniciens, je salue le représentant qui est ici et tout le monde qui se bat pour que le Cameroun puisse avancer, pour que les Camerounais puissent trouver le bonheur et voilà. Et justement, vous l'avez dit, nous sommes en direct sur Balafon Télévision, canal 324 et sur la page Facebook Balafon Télévision. Voilà. Cissé Bamanga, vous êtes homme politique, président national jeune de l'Alliance républicaine. Roland Tapi, bonsoir. Bonsoir Claude. Éditorialiste à Balafon Média. On a au téléphone Philippe Nanga, acteur de la société civile, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Bonsoir Philippe Nanga. Bonsoir à vous, à studio, bonsoir à 1 million de téléspectateurs qui sont fidèles à votre émission. Philippe Nanga, on revient sur la convention signée entre Elections Cameroun et l'ONU. Un mois après, on en sait un peu plus sur le contenu de ce partenariat qui avait été annoncé par le président d'Elections Cameroun en parlant d'assistance technique. On l'a lu, on l'a parcouru, le document de 7 pages. On imagine que vous également, vous l'avez vu, vous l'avez parcouru. Est-ce qu'il répond à vos attentes, aux attentes de la société civile camerounaise ? Alors, je ne sais pas s'il répond ou pas à nos attentes, mais si vous voulez savoir, nous, la société civile camerounaise, depuis 3 ans pratiquement, nous travaillons dans le cadre d'un groupe qu'on appelle le groupe de la société civile pour la réforme électorale. Nos attentes sont connues parce qu'on a fait du plaidoyer d'abord pour la réforme du système électoral, parce qu'on a identifié les problèmes. On a même fait une proposition de réforme qu'on a adressée aux partenaires diplomatiques, au gouvernement du Cameroun, à la présidence de la République. Donc, je ne suis pas sûr que ces élus du système des Nations Unies répondent à notre préoccupation, parce que la première préoccupation des acteurs de la société civile du Cameroun, en tout cas réunis dans le groupe de travail que nous animons depuis 3 ans, comme je l'ai dit, eh bien, c'était d'abord de tourner la voie à travers des réformes concrètes de notre cadre légal. Je suis un peu étonné parce que j'ai envie de dire que c'est trop tard maintenant de
monter une affaire dans le sens de protéger la transparence électorale. Excusez-moi de dire comme ça, mais je crains que ce soit bien tard. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir, et puis les téléspectateurs, que la fraude aujourd'hui, on parle de fraude scientifique, elle est plus dans les institutions, elle est plus dans la loi que dans l'opérationnel. C'est pour ça que, en général, ceux qui travaillent pour la transparence électorale commencent d'abord par regarder de près l'encadrement juridique et institutionnel des processus électoraux. On commence d'abord à regarder la loi, parce que c'est la base dedans qu'on trouve, n'est pas les éléments de fraude électorale. Et donc, penser que former des gens à... Je sais pas, j'ai lu des documents, je n'ai pas très bien compris, je l'avoue, je n'ai pas très bien compris. Nous sommes en train de réfléchir d'ailleurs à écrire au séminaire pour mieux comprendre où est-ce qu'on veut aller, parce que je vais vous prendre un exemple dans ce document-là. Il y a un résultat, ou alors un produit qui est attendu, je pense que je prenais produit le deuxième, qui concerne, n'est-ce pas, la sensibilisation pour renforcer les inscriptions sur les listes électorales. À ma connaissance, on n'a même pas encore commencé des activités dans le cadre de l'atteinte de ce produit. Et on va arrêter, n'est-ce pas, les inscriptions dans quelques semaines. On va dire il y a les élections locales qui vont arriver. Rien n'est certain qu'on réouvre les inscriptions avant les prochaines élections locales. Et rien n'est certain. Parce qu'on pourrait très bien enchaîner, n'est-ce pas, avec la prochaine élection, sans réouvrir les inscriptions. C'est une possibilité si on regarde très bien le calendrier électoral. Donc, je suis un peu étonné qu'on arrive un peu comme si on ne savait pas qu'en 2025, il y aurait élection, et que, voilà, on propose comme des milliards de francs. Tant que nous ayons une visibilité, n'est-ce pas, claire, de comment est-ce qu'on va impacter, n'est-ce pas, pour garantir la transparence électorale. Parce que c'est ça notre préoccupation, c'est ça la préoccupation de la société civile du Cameroun. En tout cas, dans le cadre de notre groupe de travail, je pense que nous avons quand même toutes les organisations qui ont une expertise et une expérience en matière électorale sont dans ce groupe-là, NDH, EDAC, Dynamique Citoyenne, LDL. C'est vraiment, on a à peu près 15 organisations, et les experts de la société civile qui sont dans ce groupe de travail, et nous ne voyons pas la réponse, n'est-ce pas, à nos préoccupations dans ce dossier. Encore que nous aurions voulu, parce que ça aussi c'est pareil, on aurait voulu qu'on nous associe même à la conception, n'est-ce pas, à ce travail-là, parce que c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont été consultées de manière, j'ai envie de dire, fait comme ça, mais on aurait voulu, parce que le système national, ils savent très bien les acteurs qui travaillent sur le sujet au Cameroun, ils connaissent. Donc, ils auraient pu, n'est-ce pas, au départ consulter, et pas cette année, pas l'année dernière. C'est depuis longtemps. Je vous garantis que nous, on a écrit à tous les partenaires depuis 4 ans pour leur dire, écoutez, voilà les problèmes que nous avons dans notre système électoral et qui demandent d'être adressés avant les prochaines élections. Nous l'avons fait. Justement, Philippe Langa, les Nations Unies disent avoir été saisies par Elections Cameroun et avoir mené des consultations l'année dernière, au mois de juillet 2024, des consultations avec des leaders, des représentants de partis politiques, avec la société civile camerounaise, avec Elections Cameroun. Finalement, quand vous ne reconnaissez pas le contenu du document, vous le rejetez même parce qu'il ne répond pas à vos attentes. Les Nations Unies ont rencontré qui finalement pour produire un document comme celui-là, du moment où pratiquement tous les partis politiques de l'opposition le rejettent? Écoutez, je vous ai dit que nous avons un groupe de travail qui existe et qui bosse depuis plus de 3 ans et qui a produit un travail concret et dont même le système national a reçu copie. Il y a eu des consultations, sans doute comme ça a été dit, mais moi, jusqu'à peu le contraire, je pense que nous sommes l'organisation qui, jusqu'ici, en tout cas ces dernières élections depuis 2018, depuis 2013, nous sommes l'organisation qui déploie le plus grand nombre d'observateurs électoraux sur le terrain.
Nous avons déployé près de 1500 observateurs en 2018 et 2020. Et je crois que c'est connu, même de l'ECAM. Donc voilà. Et puis on a d'ailleurs un partenariat sur les questions de sensibilisation et d'éducation électorale avec l'élection de Cameroun. Ça aussi, c'est connu. Donc maintenant la consultation, l'année dernière, peut-être que ma mémoire m'échappe, mais je ne me souviens pas avoir participé à un travail. Parce qu'après, vous savez, on peut toucher 2-3 personnes sur une question et puis aller produire un document. Je vous dis que quand on parle de consultation, quand on parle d'impliquer des acteurs, c'est pas la construction d'une initiative, c'est pas vous poser 2-3 questions. Non, on travaille ensemble. Et les problèmes électoraux au Cameroun sont connus. Je suis désolé, ils sont connus. Je vous ai pris un exemple dans ce document-là où il y a un produit qui est concret. C'est un produit, c'est un résultat, je vais dire matériellement attendu. C'est, n'est-ce pas, d'augmenter, voilà, comme ça, le nombre d'inscrits, favoriser les inscriptions électorales des citoyens camerounais. On va atteindre ce produit comment? Dites-moi, alors qu'on va clôturer dans quelques semaines. Donc, il y a d'autres produits. Comment on va agir sur la transparence électorale sans réforme du cadre juridique électoral? Je pense, la question, par exemple, de la liste électorale qui est évoquée, n'est-ce pas, est aujourd'hui portée par des partis politiques, et notamment précisément le MRC. Ben, nous, on l'a décrié depuis des années. La fraude électorale, elle se trouve en grande partie aussi dans le fichier électoral. Vous ne pouvez pas aller à un processus électoral où les concurrents politiques n'ont pas la maîtrise du fichier électoral. Ça, c'est la base. Et il me semble qu'en matière de sciences électorales, c'est le B.A.B.A. Les concurrents doivent maîtriser parfaitement le fichier électoral. Parce que c'est la première cause de conflits électoraux dans le monde entier. Parce qu'après, les gens vont vous dire, oui, telle région, on dit qu'il y a eu tel nombre, c'est pas vrai. Ça commence à aller dans tous les sens. Or, on fait débat depuis plusieurs mois là sur le fichier, sur la liste nationale électorale, et il me semble que c'est là où les partenaires diplomatiques devraient agir pour dire ce dont on soulève là comme problème et qui pourrait affecter le processus électoral, c'est juste parce qu'ils ont des techniciens. Le système de nation est les meilleurs techniciens du monde entier en matière électorale. Donc, ils savent très bien que quand on pose un problème comme celui de la liste nationale électorale, ben, c'est au cœur de la transparence électorale. Je dis que c'est au cœur de la... Pourquoi parler de transparence électorale tant que les concurrents politiques maîtrisent le fichier électoral qui est la base de la compétition. Tout le monde doit savoir exactement combien d'électeurs on a. À quel endroit. Ça, c'est la base. Donc, alors, maintenant, vous pouvez multiplier tous les aspects que vous voulez. Tant qu'on n'a pas réglé la question de la maîtrise du fichier par les concurrents politiques, ben, il y a toujours une voie ouverte au conflit. Et donc, il y a toujours un obstacle à la transparence électorale. Nous, on essaie de travailler à contourner ça, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, contourner alors qu'on a la possibilité de régler un problème. Donc, c'est ça qui me désole un peu parce que on connaît le problème, au lieu de le résoudre, on veut le contourner. C'est malheureux qu'on y arrive. Le système de Nations Unies a la possibilité, n'est-ce pas, d'aider le Cameroun à régler la question de la transparence électorale. Mais nous connaissons où se trouve le problème. Je vous dis, tous les acteurs ont travaillé sur ça. Et donc, le système de Nations Unies, eux-mêmes, ils ont fait un travail sur ça. Ce n'est pas de regarder le document. Je ne vois pas comment ils peuvent agir efficacement sur la transparence électorale à travers ce qu'ils proposent comme activité. On va mobiliser des gens, on va sensibiliser les gens. On va dire aux gens, écoutez, il faut accepter le résultat qui va être publié. Oui, mais alors, on n'a pas réglé beaucoup de problèmes qui sont contenus dans la loi électorale. Philippe Nanga, vous dites que vous attendiez à ce que le partenariat s'articule, entre autres, autour de l'accompagnement de l'ECAM à une réforme du code électoral. Mais le faire, est-ce que ce ne serait pas donner raison à ceux qui parlaient dès le début, dès l'annonce de cette convention, de la signature de cette convention d'ingérence de la part des Nations Unies? Ah non, on ne peut pas parler d'ingérence. Aujourd'hui, tous les OGE, donc les organismes de gestion électorale, n'est-ce pas, tous ces organismes-là, aujourd'hui,
travaillent à labelliser leur processus, à certifier, n'est-ce pas, leur processus électoral. Donc c'est tout à fait normal que l'élection Cameroun, je dois le dire, qui au niveau opérationnel a fait beaucoup d'efforts. Mais sauf que, malheureusement, la loi ne dépend pas de l'élection Cameroun. Ils sont bien gentils d'appeler les techniciens du système des Nations Unies pour venir les accompagner. Mais malheureusement, tant qu'ils savent très bien, si vous regardez les rapports d'élection Cameroun, vous allez voir qu'eux-mêmes, ils demandent les réformes. Donc, alors, maintenant, venir les accompagner, je ne sais pas en quoi, ou à mettre des machines, ou je ne sais pas moi, à former des gens, à contrôler, je ne sais pas quoi, ça ne règle pas le problème. Je dis, ça ne règle pas le problème fondamental. C'est pour ça que je dis que l'élection Cameroun s'est limitée à ce qu'ils peuvent faire, parce que la loi, la réforme électorale ne dépend malheureusement pas de l'élection Cameroun. C'est pour ça que je dis que le système des Nations Unies aurait pu agir autrement. Il ne fait pas que l'ingérence. Parce que quand le conflit va naître, c'est ce système des Nations Unies qui va déployer sa machine, sa mécanique, pour intervenir, ainsi de suite. Mais ce sera trop tard. Le Cameroun est membre des Nations Unies. Et de ce fait-là, il doit respecter un certain nombre de règles d'engagement internationaux. Ce n'est pas de l'ingérence. Quand vous êtes membre d'un réseau, que le réseau a prescrit un certain nombre d'attitudes ou de comportements ou d'engagements, mais vous avez l'obligation de respecter. Il existe des instruments internationaux qui encadrent, n'est-ce pas, la démocratie et les processus électoraux. Si vous ne les respectez pas, n'est-ce pas, ceux qui animent le réseau, notamment les Nations Unies, sont en droit de vous interpeller pour vous dire, en tant que membre de notre réseau, voici ce que prescrit notre réseau et donc vous êtes engagé. Ce n'est pas de l'ingérence. Ça, c'est de la manipulation communication. Quand on parle d'ingérence, en fait, on manipule l'opinion tout simplement. Il faut que l'opinion, et ça, là, je profite aussi pour vous interpeller, vous en tant que média, de bien former l'opinion sur la question de l'ingérence. Le Cameroun est membre d'un certain nombre d'institutions. Et il y a des engagements pris dans le cadre de ces institutions-là. Et chaque membre a l'obligation de respecter ces engagements. Quand vous ne respectez pas, on vous interpelle. Ça n'a rien à voir avec l'ingérence. Si le Cameroun ne veut pas être regardé par le système des Nations Unies, ils sont des Nations Unies tout simplement. Mais quand nous sommes membres des Nations Unies, nous avons l'obligation de respecter les engagements qui sont pris dans le cadre de cette institution-là. Il faut éduquer les Camerounais à bien comprendre qu'est-ce qui est ingérence, qu'est-ce qui n'est pas ingérence. C'est noté, Philippe Nanga. Toujours autour de cette convention de partenariat, les Nations Unies comptent former durant 30 mois, entre mai 2025 et avril 2026, des agents d'Elections Cameroun pour une bonne gestion des élections à venir, notamment présidentielles, législatives, municipales, régionales, sénatoriales. On parle d'un montant de près de plus de 3 milliards 400 millions de francs CFA juste pour la formation. Est-ce que ce montant, de votre point de vue, aurait pu servir à autre chose? Philippe Nanga. Oui, je n'ai pas bien compris votre question. On parle d'un partenariat qui va s'étendre sur 3 ans, donc de mars 2025 à avril 2026, donc 30 mois pour former outiller et l'ECAM à une bonne gestion des élections à venir. On ne parle pas que de l'élection présidentielle. Le budget s'élève à plus de 3 milliards 400 millions de francs CFA seulement pour la formation. Est-ce que cet argent aurait pu servir à autre chose de votre point de vue? Bien sûr que cet argent aurait pu servir à autre chose. Il aurait pu servir, n'est-ce pas, à travailler sur des éléments concrets qui peuvent indiquer qui peuvent favoriser la transparence électorale. Parce qu'en réalité, vous pensez que toutes les accusations de dysfonctionnement de fraude électorale sont dues au fait que le personnel d'élection Cameroun n'est pas bien formé? Non, je ne suis pas sûr qu'il s'agit de cela. Je vous ai d'ailleurs dit que sur le plan opérationnel, l'élection Cameroun a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Donc, c'est connu qu'ils ont fait beaucoup d'efforts.
Donc, on le fait et c'est pas en formant ce personnel-là qu'on va modifier, n'est-ce pas, la qualité de notre système électoral. C'est pour ça que je pense que le problème a été mal identifié. Alors, peut-être, je ne sais pas si c'est mal identifié, puisque c'est l'élection qui les a sollicités. C'est ça le message officiel. Et alors, si l'élection sollicite le système des Nations Unies, si le système des Nations Unies décide de venir, n'est-ce pas, au sécours des élections de Cameroun, je pense que le système des Nations Unies aurait été, n'est-ce pas, plus efficace en disant, OK, nous on va venir, OK, vous aider, mais attirer l'attention des élections de Cameroun pour dire, OK, sur le plan technique, on peut vous aider à faire ça, mais ça risque de ne pas résoudre, n'est-ce pas, le problème fondamental qu'on a et qui sont adressés par les concurrents politiques et la société civile. Et donc, mettons-nous ensemble et interpeller le gouvernement du Cameroun pour dire, OK, nous on va soutenir l'élection du Cameroun, mais il faut aussi qu'il y ait des réformes concrètes derrière. Et maintenant, former, n'est-ce pas, la société civile, parce que en matière électorale, les acteurs, n'est-ce pas, qui travaillent à favoriser la campagne électorale, ce n'est pas l'organe de gestion électorale. C'est les acteurs associatifs, c'est les acteurs politiques qui doivent être formés, n'est-ce pas, à mieux comprendre comment les choses se déroulent. Moi, j'aurais même bien compris que il y a un volet formation des acteurs politiques à mieux comprendre le processus électoral pour que les conflits ne soient pas adressés même là où il n'y a pas de problème. J'aurais encore compris. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait plus-value à mettre 3 milliards de francs pour la formation du personnel de l'élection Cameroun, ou encore pour former les acteurs à comprendre ou alors à lutter contre les discours de haine, ainsi de suite. Moi, je comprends. C'est pas inintéressant, mais je le répète, je ne suis pas sûr que ça règle le problème fondamental. Parce que nous, on travaille à prévenir les violences électorales. Parce que nous voulons préserver la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Et nous savons où peut venir le conflit. Nous le savons puisque depuis les élections passées, on a vu où venait le conflit. Le président de la République lui-même en 2013 a déclaré, avait reconnu qu'il y avait des choses à revoir dans notre processus électoral. Rien n'a bougé. Et il me semble que c'est à ce niveau-là que le système de Nations Unies aurait pu agir. Et les moyens, pour revendiquer une chose, ça je le dis ouvertement en tant que société civile, nous pensons que les Camerounais sont aptes à pouvoir régler leurs problèmes. Si les partenaires techniques, les partenaires diplomatiques ont des moyens, ils mettent ces moyens à la disposition des Camerounais. Je crois que la société civile a des compétences, n'est-ce pas, a de la technicité pour travailler sur ces sujets-là. On n'a pas, je ne vois pas comment le système peut venir avec son argent et organiser et nous organiser. J'ai dit ça comme ça, n'est-ce pas, autour des élections, comme si nous n'étions pas en capacité nous-mêmes de nous organiser, d'accompagner ce processus et d'assurer la transparence. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai du mal à comprendre la mécanique, comment elle a été montée. Au lieu, n'est-ce pas, de donner des moyens à des acteurs qui travaillent sur le sujet et de garder des moyens pour dire on va former l'élection de Cameroun, on va former les gens, on va former ceux qui vont faire de la sensibilisation. Et je suis désolé, là encore, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Vous parlez de transport, vous parlez de... C'est pas seulement... Je vous alerte. Et retenez-le. Le calendrier électoral tel qu'il est en ce moment peut très bien nous conduire à la prochaine élection tant qu'il y a une réouverture des inscriptions. Voilà. Il faut que le président de la République proroge encore, n'est-ce pas, l'élection législative municipale pour qu'on ait la possibilité de réouverture des inscriptions. Si on ne le fait pas, on pourrait enchaîner, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourrait finir avec la présidentielle en octobre et en novembre, on convoque l'élection législative pour le mois de février 2026. Donc, il n'y aura rien à faire, évidemment. Sinon, il n'y aura pas grand-chose à faire. Parce qu'on ne peut pas travailler sur la sensibilisation et penser que c'est efficace pour régler la question de la transparence électorale. C'est noté. Ce travail est déjà fait. Il y a des milliers de personnes qui font le travail de sensibilisation. Justement, mais ça ne suffit pas dès lors qu'il y a pas la source du conflit qui reste. Et elle est dans la loi, elle est dans l'opérationnel, et ça c'est connu.
C'est déjà, premièrement, la publication de la liste électorale nationale tant demandée. Merci beaucoup, Philippe Nanga. Très bonne fin de soirée à vous. Merci et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je pense que c'est important, le sujet que vous avez posé sur la table. Il faut que les partenaires du Cameroun, que les amis du Cameroun travaillent réellement avec les acteurs camerounais pour identifier d'abord les problèmes et construire avec ces acteurs-là des solutions aux problèmes. Ça va nous éviter, n'est-ce pas, des malentendus. Parce que justement, on pourrait déboucher sur les histoires de comment on appelle ça, de ingérence, parce qu'on a vu la main extérieure dans une affaire interne. Merci, Cissé Bamanga. Pour Philippe Nanga, les contours de la convention entre Elections Cameroun et l'ONU ont été mal pensés, mal négociés. Après la pression de certains partis politiques de l'opposition, finalement, ce sont les Nations Unies qui ont publié le contenu de la convention signée le 9 mai dernier, tel que le document est présenté, un document de 7 pages. Est-ce qu'il vous inspire confiance plus qu'avant ou moins qu'avant? Écoutez, vous savez, au Cameroun, ce ne sont pas des idées qui manquent, ce n'est pas de l'argent qui manque non plus, ce ne sont pas des ressources aussi qui manquent. Je pense que on dit ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Je m'explique. Cette fois-ci, une fois de plus, on a fait des choses sans l'opposition, tout simplement parce que c'est fait contre eux. Et c'est fait pour aller battre l'opposition. Et je pense que c'est déjà plié, c'est déjà fait. Je vais m'expliquer. Quand vous lisez ces 7 pages du projet d'assistance technique des Nations Unies au cycle électoral 2025-2027, on parle de 30 mois. Quand vous entrez dans les volets de substance, d'opérationnel, des volets comme celui qui est temporel et tout ça, dans le fond du dossier, dans le fond des 7 papiers qui sont sur le site internet de l'ONU, vous voyez qu'un travail de fond a été fait. Vous voyez que c'est des personnes qui sont sérieuses, qui ont mis sur la table le problème qui est bien connu, c'est-à-dire le problème des élections, plus précisément des prochaines élections dans notre pays, plus précisément encore l'élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, en octobre 2025, ce qui risque de se passer au Cameroun, c'est quelque chose qui n'a jamais été. Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui comprennent que les populations, la masse, on est fatigué. Et ils ont compris que ça ne passera pas. Maintenant, pour que ça ne passe pas, ils ont déjà fait tous les calculs. Tout ce qu'ils ont essayé, ils ont mis sur la table de voir que s'ils remettent ça, ça ne va pas passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la communauté internationale qui va venir certifier le passage en force une fois de plus pour dire que le candidat, le président de la République, son Excellence Paul Biya du RDPC, a encore gagné une fois de plus. Moi, ça me choque. Pour le moment, il ne s'est pas non, moi, je vous fais une analyse. Moi, je vous fais une analyse. Je suis un acteur. Vous savez, on a parlé de 9 mai 2025 à août 2027. On a parlé des élections présidentielles, des conseils régionaux, on a parlé de l'élection législative, communale, tout ça. Je suis interpellé parce que les prochaines élections de mon pays où j'aurai l'âge, j'y participerai et l'Alliance républicaine va participer. Donc, pour moi, je suis choqué parce que quand je regarde, il y a eu 4 signatures. Du côté de l'ECAM, il y a eu 2 personnes qui ont signé. Vous avez M. Eno Abraham, M. Esosé Eric qui a signé. Du côté du PNUD, vous avez Opia Mensa Kouma qui a signé. Et du côté de l'ONU, vous avez M. Issa Sanogo qui a signé. Nulle part, je ne vois par exemple l'UNDP qui aurait dû signer parce que si on va dire que c'est le parti, après le RDPC, c'est le parti de l'opposition au Cameroun, c'est le deuxième parti entre guillemets, vous n'avez pas
personne, vous n'avez personne de la plateforme qui a fait un gros travail depuis 2 à 3 ans. Je parle de Hilaire Zipang, je parle du président Maurice Kamto, je parle du président Cabral Libi, je parle de Thomas Emo Damdoa et j'en passe. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas signé. Bon, on va me dire que du 1er au 12 juillet 2024, on les a consultés. Quand je lis oui, il y a eu des consultations et tout ça. Mais après, si on t'a consulté et après on est venu signer et que tu n'es pas concerné, pour moi ça me choque, pour moi ça me dérange. Alors, d'où moi je vais le dire simplement, je pense une fois de plus que là, le RDPC est en train de s'arranger, ou alors l'appareil État est en train d'arranger pour que le président de la République, son Excellence Paul Biya, candidat RDPC, puisse passer tranquillement en 2025. Parce que si la communauté internationale n'est pas là, parce qu'on parle quand même du PNUD, de l'UNESCO, de UNFPA, de UN Women, du HCR, de OIM, il y a quand même un groupe d'associations bien connues, bien définies, qui a signé cette convention entre ELECAM et eux. Et ça, c'est un gros problème pour moi, qu'on n'a pas quand même les acteurs majeurs concernés dans le processus qui ont aussi posé leur signature. Donc pour moi, je suis dépité, je suis dérangé qu'il y a un seul candidat de l'opposition seulement qui a fait une sortie véritable, c'est-à-dire le président Maurice Kamto du MRC, et même lui qui fait cette sortie, il n'a pas de garantie qu'il ira aux élections présidentielles d'octobre de cette année. Vous savez tout ce qui tourne autour de sa candidature. Vous avez un grand universitaire qui est sorti, qui a presque mis le débat clos en disant que s'il n'a pas les signatures, il ne va pas aller. Suivez mon regard, vous savez de qui je parle. Il y a aussi eu la signature du premier secrétaire du PUR. Voilà. La dénonciation plutôt. Voilà, donc vous voyez qu'on est en train d'avancer là dans quelque chose, et je vous rappelle ce que je disais lors de ma première prise de parole, c'est qui est fait sans vous est fait contre vous. Aujourd'hui, on est en train d'aller, on va berner l'opposition une fois de plus. Ils ont compris, quand je dis ils, tous ceux-là qui se mettent pour pouvoir accompagner le candidat RDPC, qui normalement, pour moi, lui, ses acolytes, ses affidés et les gens de sa génération doivent aller se reposer, tout simplement parce qu'ils nous ont déjà tout proposé, et il y a plus de 90 ans, vraiment, il faut aller se reposer. Mais ce n'est pas le cas. Ce que je dis ici, on attire l'attention des Camerounais qui nous regardent, on attire l'attention des acteurs politiques, on attire l'attention des journalistes et des médias comme vous qui font le veille et le réveil, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vient de se passer là, malheureusement qui a été signé, mais qui est fait sans nous, et c'est dommage, on n'a que nos yeux pour pleurer. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais je pense que si les opposants, si les leaders, à savoir mon président national de parti, à savoir le président Oshi, à savoir le président Kamto, à savoir le président Cabral Libi, à savoir le président Matomba, tous ceux-là qui sont intéressés à la construction du Cameroun de demain doivent se lever dès la fin de cette émission pour écrire et dire à ces gars qui se sont réunis comme ça, sans eux que nous ne sommes pas d'accord, parce que sinon ça va déclencher quelque chose. Vous savez, on a des petites expériences, hein. Je n'ai rien contre eux, mais quand la communauté internationale arrive quelque part, ça ne finit pas souvent très bien. Que Dieu nous protège. Roland Tsapi, on a tous parcouru le document, la convention entre Elections Cameroun et l'ONU. Le président d'Elections Cameroun avait parlé d'assistance technique. En lisant le document, à quel niveau se trouve l'assistance technique dont parlait le président d'Elections Cameroun? Évidemment, on trouve très bien qu'il n'y a rien d'assistance technique dans le document que tout le monde a finalement découvert. Contrairement à ce que le directeur de l'élection, bien le président du conseil électoral le disait. Peut-être comme il y avait une pression à ce moment-là exactement pour demander la publication de ces documents, il fallait qu'il dise quelque chose pour justifier. Mais peut-être, je ne veux pas faire l'insulte de dire qu'il n'avait pas lu, mais là, quand on parcourt complètement le document, on se rend compte qu'il n'y a pas d'assistance technique là-dedans. Or, au moment où on faisait même des supputations, on a fait une émission ici sur ce sujet, et on se disait effectivement, en s'appuyant sur les dits du président du conseil électoral, que si effectivement c'était un appui technique, peut-être ça permettrait à l'ELECAM de
résoudre un certain nombre de problèmes qu'il semble poser jusqu'à présent en ne publiant pas la liste, par exemple en disant que sa machine a bugué, ainsi de suite. On se disait que si ça pouvait permettre qu'Elecam acquiert des nouvelles machines ou des nouveaux kits, peut-être ça allégerait un certain nombre de choses. Et en même moment, on se disait que les kits acquis, les 100 kits acquis, faisaient partie de la Convention, pourraient faire partie de la Évidemment. Convention. Sauf que là, dans la Convention telle qu'elle est lue maintenant, on ne parle que de formation, de renforcement de capacité, du personnel de l'ECAM, de la société civile, des femmes, des personnes handicapées, des jeunes, des journalistes et autres. Et moi, il y a lieu de se poser la question, comment est-ce qu'on peut accorder 3 milliards de francs CFA seulement pour la formation ou bien des séminaires? C'est quand même gros, ça. Pourtant, il y a des problèmes, je veux dire, concrets qui pourraient être résolus. Déjà, même le timing de la signature de cette convention, ça nous pose problème jusqu'ici. Parce que si Elecam avait écrit depuis 2024 pour dire que nous avons besoin d'une assistance, je crois que c'était à ce moment-là, effectivement, que l'ONU pouvait venir au secours. En aidant Elecam à résoudre un certain nombre de problèmes d'inscription déjà. Kilinanga disait tout à l'heure que le premier point, ou bien le premier élément de fraude, c'est déjà l'inscription sur les listes électorales et cette liste électorale elle-même. Déjà, les Camerounais n'ont pas la possibilité de s'inscrire de manière aisée sur les listes électorales. Pourquoi? Parce que les bureaux d'Elecam où on s'inscrit sont créés selon la loi dans chaque arrondissement. On en a 300 au Cameroun. Et vous convenez avec moi qu'un seul bureau d'Elecam dans un arrondissement ne résout plus le problème de l'inscription sur les listes électorales. Au niveau de l'identification même, on a perçu ce problème. Au niveau de l'état civil, on a perçu ce problème. C'est pour ça que vous verrez qu'aujourd'hui, dans chaque arrondissement, en dehors de la mairie, qui est supposée être le centre principal d'état civil où on établit les actes d'état civil, on a créé des centres d'état civil partout. L'idée est de rapprocher ces centres des populations pour qu'ils puissent pouvoir établir leurs actes. Pourquoi est-ce que depuis 2024, si Elecam avait pour souci d'apporter une certaine amélioration à cette affaire-là, ne se serait pas manifesté plutôt en proposant par exemple que s'il n'y a pas de moyens, nous mettons des moyens à votre disposition pour que vous démultipliez les lieux où on peut s'inscrire en ayant des bureaux par exemple dans ces centres d'état civil où on peut, en plus de faire des actes de mariage, de naissance et autres, si les gens veulent s'inscrire sur les listes électorales, ils peuvent également le faire. Et vous vous rappelez que le ministre de la décentralisation et du développement local a même, pour ce qui est de l'identification, demandé aux mairies de donner des bureaux dans leur mairie à la sûreté, à la police, pour les postes d'identification. Et ça, c'était justement pour résoudre ce problème d'éloignement. Et vous savez très bien que dans chaque arrondissement, il y a forcément 2 ou 3, pour ce qui est de la ville, par exemple, de Douala, 2 ou 3 postes de commissariat où il y a des postes d'identification. Mais jusque-là, on trouve que c'est petit. Donc, pour les inscriptions aussi, on aurait pu demander et avoir l'appui de l'ONU avec son agent, qu'il soit créé, par exemple, dans les bureaux des mairies aussi, des centres d'inscription d'enrôlement sur les listes électorales, dans les centres d'état civil, et ainsi de suite. Voilà le type d'appui qui aurait pu être fait depuis 2024 pour qu'on soit peut-être aujourd'hui plus ou moins certain de ce que cet appui de l'ONU aurait apporté quelque chose. Si ce n'est pas de l'appui technique qui aurait peut-être permis à Elecam d'acquérir des kits, d'acquérir peut-être de nouveaux serveurs qui permettrait qu'ils ne nous disent plus que ces machines ont bugué, on l'aurait compris. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors on se pose donc la question, si la convention vient d'être signée en mai 2025, alors que les élections qui suivent sont en octobre, et qui induit que de mai à partir de mai, on a encore autour 1 ou 2 mois pour s'inscrire sur les listes électorales. En réalité, à partir de ce moment-là, on comprend très bien que pour ce qui est des élections d'octobre, l'appui de l'Elecam ne peut pas avoir un impact sérieux, ne serait-ce que pour l'inscription sur les listes électorales. C'est trop tard. Parce que, comme je disais tantôt, on se serait attendu à ce que ces moyens permettent de démultiplier les centres d'enrôlement, soit dans les centres d'état civil, soit dans les mairies et partout ailleurs. Il y a des villages où on devrait parcourir au moins 30 km pour
arriver à un centre d'enrôlement, ce qui est complètement... L'appui de l'ONU aurait pu permettre effectivement que là, on rapproche également les centres d'enrôlement, ce n'est pas le cas. Surtout que ce qui est dit par les partis politiques, c'est que les unités mobiles n'ont pas accès à toutes les localités. Et évidemment. Un problème de mobilité. En même temps, non seulement un problème de mobilité qui est accentué par un problème de sécurité. C'est un matériel qui coûte quand même de l'argent, même si on nous dit tout le temps qu'il ne fonctionne pas très bien. Mais celui qui fonctionne devrait être en sécurité. Et c'est même pour cela qu'en temps normal, c'est dans les bureaux d'Elekam que les inscriptions se font, tel que la loi le dit. Le fait que les équipes sortent, normalement, c'est quelque chose qui est toléré, mais en réalité, ce n'est pas légal cette fois-là. Parce qu'une fois que les équipes sont sorties avec le matériel, personne n'est plus garant de sa sécurité. Or, étant dans l'enceinte, c'est sécurisé. Si dans un marché où ils se sont installés, il y a, je dis n'importe quoi, des bousculades, une émeute et que le matériel est endommagé, qui en serait responsable? Donc, en réalité, il faudrait, on se serait attendu que s'il y a une aide que Elekam a, ce serait peut-être effectivement pour sécuriser des endroits en dehors des centres d'arrondissement pour pouvoir inscrire des gens. Or, on ne constate pas. Maintenant, on nous parle des formations. Ça pose également un autre problème parce que ces formations, en réalité, devraient être confiées soit aux partis politiques, soit à la société civile. Parce que quand on confie les formations à Elekam, justement, ce qui va se passer, c'est que Elekam va identifier, par exemple, parmi les formateurs, quelques amis au ministère de l'administration territoriale, ou bien dans l'administration en général, qui viendront justement pour la formation, ne pas aller au fond pour ce qui est du personnel électoral, mais c'est limité à dire ce que le code électoral prévoit en omettant de relever les insuffisances qu'il y a là-dedans, parce que c'est pas ils n'ont pas intérêt à venir ouvrir les yeux complètement, puisqu'ils sont sortis de l'administration. Or, si c'était la société civile ou des partis politiques, ils seraient en mesure de faire venir des experts, même de l'extérieur, ou plutôt des gens qui sont opérationnels sur le terrain, les appeler pour venir former le personnel à la conduite du processus électoral et surtout aux problèmes qui sont posés là-dedans. L'autre chose qu'on se serait attendu à voir, c'est que, parce qu'effectivement, même si on pense que 3 milliards pour les séminaires, c'est beaucoup et puis c'est vraiment de l'argent gaspillé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessité de formation. Parce qu'aujourd'hui, on a autour de 21 000 bureaux de vote au Cameroun. Et vous savez, pour une élection présidentielle, il y a ce qu'on appelle les commissions locales de vote. C'est-à-dire que ces 21 000 bureaux de vote doivent avoir autant de commissions locales qui sont à minima constituées d'au moins 4 personnes. À savoir, quelqu'un qui est le président de ce bureau de vote qui est un représentant de l'Elekam, il est désigné par Elekam. Il y a un représentant de l'administration qui est désigné par le sous-préfet. Et il y a un représentant... et puis le représentant des partis politiques en même temps. Donc, au moins, toutes ces personnes qui constituent la commission locale de vote devaient avoir une formation minimale. Et si pour chaque bureau, il en faut 3 fois 21 000, vous voyez qu'on est autour de 69 000 comme ça qu'il faudrait former. Et là, un appui pourrait aider pour la formation. Mais qui forme? La question reste posée. Qui devait former? C'est pas à Elekam qu'on devait confier ces formations-là. Donc, ça reste vraiment problématique, l'utilité de l'utilisation de cet argent-là dans l'intervalle où nous sommes. En 2024, si on avait déjà eu ça, peut-être qu'on aurait fait des lobbying et obtenu que cet argent soit dispatché autant que faire se peut pour être le plus utile possible. Première chose. Deuxième chose, on aurait également fait des lobbying pour que cet argent serve à résoudre le problème que Elekam pose tout le temps, à savoir le problème des défaillances techniques de son matériel. Ça aurait été plus utile. Mais pour l'instant, tel que la Convention le dit, elle ne se limite qu'aux formations et ça pose un sérieux problème. Et surtout, comme Philippe Nangala a relevé tantôt, l'intervalle entre les différentes élections qui va avoir lieu maintenant, même si la Convention va jusqu'en 2026... 27, oui. Il reste que les élections, au pire des cas, dans ce pays vont s'arrêter, du moins pour cette vague-ci, vont s'arrêter en décembre 2025. Et donc, si il est question justement que ces élections soient
conduit dans des meilleures conditions, si c'est le but de la Convention, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on irait au-delà de 2025 en décembre. Parce que le mandat des conseillers municipaux, par exemple, a été prorogé de 16 mois jusqu'en mai 2025. Et la loi dit que ce mandat peut être prorogé pour 18 mois au trop, maximum. Ça veut dire que si, par extraordinaire, on devait encore proroger le mandat des conseillers municipaux, ce serait de 3 mois pour atteindre de 2 mois même, puisque c'est déjà prorogé pour 16 mois. 16. C'est pour 16 mois, plus 3 mois. Plus 2, on est à 18. On serait à 18, qui est la limite. Et dans ce cas, vous voyez qu'on est en décembre au maximum des cas. Donc, une fois que cette vague est finie, il faudrait qu'on fasse le point par rapport à ce que cette aile-là aurait fait. Et si ça va continuer après, ça, ce serait pour une vague d'autres élections qui vont venir 5 ans après. Peut-être à ce moment-là, on pourrait dire qu'on prend effectivement du temps pour mettre sur pied un certain nombre de choses. Mais pour l'intervalle où on est là maintenant, il y a des élections qui vont se dérouler en cascade à partir d'octobre jusque sur les 12 mois. Et comme Philippe disait tantôt, dans ce déroulement des élections en cascade, il n'y a plus possibilité, ou bien très peu de possibilités, d'avoir encore une période pour s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'à chaque fois qu'on aura convoqué le corps électoral, les élections s'arrêteraient. Et l'opération d'inscription sur les listes électorales qui pourrait s'achever un peu plus tôt, en tout cas dès la convocation du corps électoral, on est dans l'intervalle, c'est quoi, dans 2-3 semaines maximum. Parce que suivant les calculs, si le calendrier est respecté, on devrait en principe convoquer le corps électoral autour du 18, 19, 20 juin maximum. Nous sommes déjà le 10, donc dans 8 jours là en réalité. On attend. Toujours dans la Convention Cissé Bamanga, les Nations Unies prévoient de faire une sensibilisation sur le terrain, sensibiliser les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les couches vulnérables, les déplacés internes, aux inscriptions déjà sur les listes électorales, un travail que devrait faire Elections Cameroun, un travail que font déjà les partis politiques. Comment comprendre cela? Est-ce que les Nations Unies veulent se substituer en quelque sorte aux partis politiques en faisant finalement leur travail? Et si c'est le cas, que feront les partis politiques? Je pense que ce sont des cases qu'il fallait remplir et il fallait cocher pour dire des choses et ça a été dit. Moi, je vous ai dit que cette convention est problématique pour moi et je pense que je vais profiter une fois de plus de votre plateforme pour appeler ceux-là qui doivent se lever, c'est-à-dire les acteurs de ce processus, c'est-à-dire les présidents de partis politiques, pour dénoncer cette convention entre la communauté internationale et les camps. On a vu les leaders de partis politiques de l'opposition notamment réagir. D'accord, on a commencé avec la réaction n'est venue que des Nations Unies, pas d'Elections Cameroun, puisque ce sont les Nations Unies qui publient Ce qui me dérange, moi, c'est que quand on vient parachever ou alors achever le travail et qu'il y a des signatures, il n'y a pas la signature des personnes concernées avec qui on a commencé à faire le travail. Je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme. Rappelez-vous, c'est ici sur ce plateau où je vous ai dit que la présidente de l'UDC, Thomas Emo Damdjoa, a interpellé le chef de l'État. C'était l'année passée, je pense, au 20 mai, pour dire au chef de l'État que... la cérémonie de présentation de vœux. C'était le 20 mai, je pense. C'était à la cérémonie de présentation de vœux en début d'année. Je ne me rappelle plus trop, mais c'était l'année passée, je pense. C'était pas cette année, c'était le 31 décembre ou alors le 20 mai de l'année passée. Bon, quoique. Donc, elle avait interpellé le chef de l'État et dit au chef de l'État qu'il y a eu une séance de travail qu'on a fait et puis on a déposé une copie et on a eu même l'accusé de réception au niveau de votre secrétariat général. Et comme en tant que vieux singe, le chef de l'État a dit qu'il n'était pas au courant. Ils sont retournés, quand je dis ils, je parle de tout le groupe de la plateforme avec Hilaire Zipan, avec le président Kamto, avec Cabral, Joshua Oshi et Thomas Mondamdjoa elle-même et d'autres. Ils sont retournés, ils ont fait le même travail, ils ont revu même certaines copies encore et ils ont renvoyé, on ne les a pas répondu. Pour moi, je pense que c'est un gros foutage de gueule. On aurait dû leur répondre, on aurait dû leur faire lire cette convention, que qu'est-ce que vous en pensez? Et je suis sûr que les gars, je suis sûr que les personnes, ils allaient intervenir, ils allaient dire que voilà, sur ce point, parce que là, tout est bouclé.
tout est bouclé et it's too late. C'est presque très tard, on ne peut plus rien. La seule chose qui peut faire à ce qu'on essaye de bouger les lignes, qu'on essaye de faire des choses, c'est que, je vous dis, que tous ces leaders des partis politiques puissent être ensemble, se mettre ensemble pour dénoncer ça, pour écrire et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Un petit peu comme celui-là que vous avez pris au téléphone a essayé de nous dire, monsieur Philippe Nanga, que je salue. Donc, vous voyez, quand quelque chose nous concerne, et qu'on ne nous met pas à l'intérieur pour pouvoir apporter notre part de contribution. Vous dites que l'ONU, ils vont venir aller faire des... C'est pas leur travail. Et je pense que l'opposition a déjà fait beaucoup de travail. Moi, je pense que depuis que je suis engagé en politique, je n'ai pas encore vu une élection ou alors les prémices d'une élection où l'opposition a mouillé le maillot et a été dans l'éveil et le réveil, comme vous les médias, comme les journalistes et comme tout le monde, à travers les plateformes du digital, à travers les plateformes classiques, c'est-à-dire des médias comme vous. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. Vraiment, si on veut remplir des cases pour justifier ces milliards que mon frère a dit, effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire, même à l'intérieur de l'ECAM. Et l'ECAM n'a pas de kit, par exemple. Nous, les acteurs politiques, quand nous allons vers l'ECAM, nous demandons à l'ECAM de venir nous aider pour que les masses puissent s'inscrire ou alors se réinscrire. Mais l'ECAM, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des problèmes. Mais l'ECAM qui sont nouveaux Je vous dis que ce qui se passe sur le terrain, ils n'en ont pas. La deuxième chose, jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi beaucoup de personnes qui sont inscrites n'ont pas leur carte de l'ECAM jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas, alors que c'est une petite imprimante de rien du tout qui a l'air d'une copieuse ou d'une photocopieuse qui imprime cela. Et vous avez des entreprises qui font dans le print dans ce pays qui peuvent vous fournir ça. On ne comprend pas. Les ordinateurs, pareil. Moi, je vous dis, en tant qu'acteur et qui est souvent sur le terrain avec d'autres partis politiques, avec d'autres acteurs, quand on va vers les camps, on est obligé de mettre un petit peu dans notre poche pour les encourager. Alors qu'ils ont un budget, premièrement, alors qu'il y a ce genre d'argent qu'on peut mettre à leur disposition. Moi, je pense que merci d'avoir mis sur la table cette convention, mais on ne peut pas avancer avec ce genre de convention. Et je redis ce que j'ai dit ici. Je pense que le pays organisateur, c'est comme ça que moi je les appelle, ils ont mis tout en place aujourd'hui pour que dès octobre, quand ils vont nous dire que le champion est passé et que nous, l'opposition, ou alors les Camerounais, ou alors je ne sais pas, les journalistes et tout le monde entier va commencer à dire que non, il n'est pas passé. On va dire que mais la communauté internationale a dit qu'il est passé. Vous êtes qui? Parce qu'aujourd'hui, à l'état actuel où on est, les Camerounais sont fatigués et les Camerounais ont déjà pris sur eux. Moi, je vous parle par exemple dans le Septentrion, les jeunes me disent, mais si on est fatigué, monsieur Bamanga, on est fatigué du RDPC, on est fatigué des élites colons, ça ne passera pas cette fois-ci. Mais avec ça, je pense qu'ils vont certifier quelque chose et ça va passer. Et ils sont allés comment? Parce que quand vous voyez, et c'est une analyse politique que je vous fais, ils sont allés jusqu'à vouloir encadrer toutes les élections. Le schéma est ouvert, et ça, ce que je dis est subjectif, mais si vous lisez entre les lignes, vous verrez que c'est presque ça, à 1 centime près. Ils vont dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a gagné, peut-être, je dis n'importe quoi, avec 20%, et peut-être son deuxième, un peu serré, avec 17%, et les élections qui vont suivre, ils vont un peu lâcher, c'est-à-dire les élections locales, tout ça, ils vont lâcher, mais ça ne passera pas. Tout ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas accepter que les gens avancent, le monde avance, et que nous, on a l'impression qu'au Cameroun, on recule à 93 ans, vraiment, en aucun pays au monde entier, même au Vatican, le Seigneur a imposer l'alternance. On a besoin, et je l'ai dit sur ma page, j'ai écrit une lettre au chef de l'État avec beaucoup d'ironie, avec son graphique où il parlait je me rappelle plus trop, mais je lui ai dit, monsieur le chef de l'État, vous avez pris les choses très jeunes, vous avez travaillé avec les personnes de votre génération très jeunes, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qu'on retienne de vous? On a besoin que vous passez la main. Même en interne, je le dis, ça c'est quelqu'un, un Camerounais qui a un ras-le-bol qui parle. Il faut que même en interne, vraiment, ne nous voyez même pas dans l'opposition. Peut-être que vous avez dit qu'on n'est pas prêt, mais en interne, chez vous, vraiment, il y a pas mal de matière grise, il y a pas mal de bonnes personnes, 2, 3, 4 générations. Si on prend sur 10 ans et si on prend sur un peu plus de 40 ans, on est à 2 générations parce qu'on peut dire qu'une génération, c'est un peu plus de 20 ans. On est fatigué, il n'y a plus rien. Et on veut aussi ce vent de changement qui va propulser notre pays dans
tous les domaines, le pays avance, mais nous, on n'avance pas. Moi, je pense que je chute par là en disant que ce qu'on nous propose là, on nous a éloignés de la réalité, parce que la réalité et le problème de fond étaient bien connus. C'est-à-dire que même Elekam l'avait dit, qu'à l'intérieur du code électoral, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'incompréhensions qu'on devait au moins se retoucher. Voilà une session parlementaire qui arrive, je pense, le 10 juin. Nous sommes le 10 juin. Voilà, aujourd'hui. Pourquoi on ne nous propose pas ça là tout de suite en disant que bon, voilà, vous avez trop parlé, l'opposition, machin et tout. S'il faut faire franc jeu, ok, on peut réajuster ici, on peut retoucher ici, on peut. Et on retouchait, on réajustait avant d'aller chercher une convention avec la communauté internationale qui pouvait nous aider. Mais je le dis encore, partout là où la communauté internationale est passée ces derniers jours, on sait comment ça s'est terminé. Je demande ici aux Camerounais de prier parce que cette communauté internationale ne peut rien nous apporter en dehors des ennuis. Mais en l'état actuel des choses, le problème c'est quoi? Est-ce que le problème a changé? Est-ce que le problème, comme au départ, c'est le fait que Elections Cameroun ait accepté l'aide internationale ou aujourd'hui ce sont les contours de cette aide-là? Ils ont déplacé le problème. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Le problème a été déplacé. Et non seulement le problème a été déplacé, le problème est venu, on a presque réglé le problème avec des personnes qui ne sont pas concernées. On a eu l'habitude ici au Cameroun de voir qu'on met la charrue avant les bœufs. On a mis le péage avant la route, ça a donné quoi? On a construit Olembe avant l'hôtel 5 étoiles sous-marine, ça a donné quoi? Donc ça fait, moi je le dis souvent sur ma page Facebook, les choses du Cameroun, ça te choque, ça t'amuse. Vous voyez, ça vous amuse parce que vous êtes neutre. Mais moi je suis choqué parce que je suis engagé pour que le Cameroun puisse bouger, pour que le Cameroun puisse avancer comme d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, on vient nous prendre des choses. Moi, je vous dis, ça me dérange que quand je vois les 4 signatures qui sont posées, c'est-à-dire Elekam, le PNUD, les Nations Unies et d'autres, mais il n'y a pas la plateforme, il n'y a aucun opposant. Je suis allé jusqu'à vous dire que si on prenait même l'UNDP, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'UNDP est le deuxième parti d'opposition au Cameroun. Quand vous entrez dans les chambres où les partis sont représentés, il n'y a pas l'UNDP, il n'y a pas le PCRN, il n'y a pas le SDF, il n'y a pas l'UDC, il n'y a pas. Bon, on s'est assis, on a travaillé pour qui? On a travaillé pour quoi? Non, il faut en sérieux un petit peu. Je pense que le Cameroun a quand même grandi. On est un pays quand même autonome, on est un pays indépendant, on est un grand pays, on est un pays qui a une maturité dans beaucoup de choses. Vraiment, pour moi, cette chose-là, moi j'appelle cette paperasse de cette feuille, cette chose-là ne passera pas. Et pour qu'on nous parle de renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral, ce n'est pas ça le problème. Le problème de fond, ce n'est pas ça. Le document est à l'image des besoins. Le problème de fond, M. Hilaire Zipan l'a dit plusieurs fois. Le problème de fond, Thomas Mondamjo l'a dit, Madame la Présidente l'a dit plusieurs fois. Le problème, le président Cabral Libi l'a défini, l'a stabilisé plusieurs fois. Pourquoi ils veulent dévier le problème? Tout simplement parce qu'ils sont en train de s'arranger comme ils peuvent. Vous voyez, en interne, ils ont vu que ça ne va pas passer. Ils sont allés chercher la validation internationale pour qu'on puisse dire que Paul Biya Ayop encore en octobre 2025. Et voilà pourquoi j'avais tenu un discours ici. Les personnes qui nous écoutent ont semblé dire que moi je ne veux pas le changement. Moi je l'ai dit, en ce moment, ça va être extrêmement difficile de battre le candidat DPC parce qu'il a tout mis en place pour avancer. Tout simplement, moi, ce que j'implore, et je l'ai dit quand je suis allé lors du 20 mai, je l'ai dit à la présidente de la République, j'ai eu la chance de parler 13 minutes au micro de PRC TV. Oui, je l'ai dit, monsieur le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, si vous réussissez à passer parce que vous allez passer, je l'ai dit, l'opposition est vassale, tous les mécanismes qui peuvent aider quelqu'un à passer pour une élection présidentielle, vous l'avez vraiment faites avec la jeunesse parce que le Cameroun manque de tout. Pensez qu'un jour aussi, vous allez partir. Ce mandat de trop, si vous passez, vraiment, il faut faire à ce que ce mandat soit un mandat inoubliable pour les jeunes, un mandat inoubliable pour vous-même. Parce que qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Est-ce qu'on doit retenir que vous avez laissé l'ancien chef de l'État, lui, sa famille et ses enfants dehors? Est-ce qu'on doit retenir que vous avez pris un pays prospère avec la suffisance alimentaire et aujourd'hui, on peine à manger 2 à 3 fois? Est-ce qu'on doit retenir qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas la lumière?
lumière, il n'y a pas d'électricité. Le Cameroun est l'un des seuls pays au monde entier. J'ai échangé avec un Marocain qui me disait, mais votre pays est extraordinaire, tout est unique. Il y a une seule entreprise d'électricité, une seule entreprise d'eau, une seule entreprise qui donne l'Internet, à savoir Camtel, il donne quand il veut, il reprend quand il veut. Alors que le monde est ouvert, nous, on a l'impression qu'on est fermé. C'est dommage, on pleure, mais on a la chance qu'on a des médias comme Balafon qui peuvent mettre sur la table des bons sujets comme ça. Et comme Balafon est suivi, comme là, derrière vous, il y a la présidence de la République, je suis sûr, le chef de l'État nous regarde. Monsieur le président de la République, bonsoir. Faites quelque chose pour la jeunesse, pour le Cameroun, pour qu'on puisse retenir de vous quelque chose de grand quand vous allez sortir. Et voilà, Tapi, il nous reste 2 minutes pour sortir de l'émission. Maintenant qu'au milieu, la neutralité d'Elections Cameroun est remise en doute, on s'attendait à ce que la convention vienne un peu calmer les craintes, les tensions. Est-ce au niveau de Elecam, il y a quelque chose à faire ou bien il y a des décisions à prendre, des positions à prendre pour apaiser un peu peut-être les tensions ou rassurer déjà à la fois les électeurs et les leaders de l'opposition à l'heure actuelle? Disons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour mieux faire, pour parfaire ce qu'on a fait. Mais déjà, avant d'avancer, je vais répondre à une question que Maman a posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne modifierait pas la loi, comme l'Assemblée nationale en session maintenant? Cela interdit malheureusement. En année électorale, il n'est pas admis que la loi électorale soit justement modifiée. Parce que sinon, ça donnerait lieu à tous les tripatouillages, c'est-à-dire qu'à 2 jours de l'élection, on pouvait modifier pour dire que bon, ok, maintenant, voici ce qui va se passer. Non, ce n'est pas admis. Donc, l'appui dans le sens de pouvoir modifier la loi aurait pu être possible l'année passée, mais une fois qu'on est entré en 2025, c'est impossible. Clos, ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de cet appui? Quand on observe bien, on trouve que la Convention s'étale sur une période qui encercle, comme j'ai dit tantôt, les élections. Il y a des craintes, effectivement, que cet encerclement permet plus tard de tenir des discours du genre les élections au Cameroun se sont tenues sous l'encadrement des Nations Unies. Et donc, ce qui s'est passé, parce que c'était effectivement subi par tout ce monde-là, c'est le risque qu'on a là derrière. Alors que nous-mêmes, on voit très bien que ces conventions n'apportent rien de concret par rapport à ce que, à l'amélioration même du processus électoral. Ce n'est pas la formation du personnel de l'ECAM qui va apporter une certaine équité, une certaine tranquillité, une certaine transparence. Philippe l'a dit tantôt, je reviens toujours à ce qu'il a dit parce qu'il travaille effectivement sur ce sujet-là. Les garanties de transparence des élections au Cameroun sont en principe dans la loi qui encadre des élections. Or, la loi elle-même a déjà beaucoup de problèmes reconnus par Elecam lui-même. Donc, pour revenir à la question, est-ce que Elecam peut faire quelque chose en l'état? Rien du tout en l'état actuel. Elecam va tout simplement essayer de parfaire ce qu'il peut faire jusqu'ici, mais sans rien changer sur la conduite même du processus électoral parce que la loi qui est là ne va pas changer. Les inscriptions qui ont déjà eu lieu ne vont pas changer. Si, par extraordinaire, finalement, la liste nationale est publiée, peut-être ça pourrait permettre, parce que là, à ce moment-là, ça peut permettre qu'il y ait un contentieux qui demande à rectifier les fautes qu'on aurait trouvées là-dedans. À condition que cette fois-là, au moins une institution se déclare bien, accepte d'être compétente pour trancher du problème. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé récemment. Le Conseil constitutionnel qui, lui, est l'instance suprême en matière des élections au Cameroun, déclare qu'il n'est pas compétent pour trancher un problème qui consiste le système électoral. Il renvoie même les plaignants à ce pouvoir auprès d'une institution inférieure, on peut le dire ainsi, à la Cour d'appel. Et la Cour d'appel dit aussi que un peu comme un père, qui dit je ne peux pas régler ce problème, allez voir tel fils qui est là, il va le régler. Le fils dit que non, vraiment ce n'est pas de ma compétence. Comme le père, vous l'avez déjà vu avant, vous ne pouvez plus rendre. Vous restez là entre les mains avec votre problème sans qu'il y ait trouvé de solution. À ce moment-là,
pourquoi Elekam lui-même doit attendre qu'on a esté en justice pour qu'il applique la loi? Parce que là, ce n'est même pas une revendication de quelque chose qui n'est pas écrit quelque part. C'était pour juste dire, papa, même ceci, c'est écrit dans la loi. Fais-le pour qu'on puisse vérifier. Respectez au moins l'article 80. De savoir si quelqu'un qui est en ville ne va pas retrouver le nom d'un oncle mort il y a 8 ans. Et son nom inscrit sur la liste électorale au village. On ne veut pas le faire. Donc, l'état actuel ne pourra pas faire grand-chose, sinon essayer de rester le plus légal possible et permettre qu'à la fin, effectivement, comme j'ai dit, on nous présente la caution de l'ONU pour justifier ce qu'on nous aura présenté comme résultat. Merci Roland Tapi. Merci également Cissé Bamanga. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pour sortir du grand plateau, ce clin d'œil à nos partenaires, notamment BGFI Bank, dont la fondation soutient la recherche à l'École nationale polytechnique de Douala à travers le don d'un laboratoire flambant neuf. Le bâtiment, au mur encore brillant de fraîcheur, a été retrocédé à l'institution universitaire. Une vraie avancée pour la recherche. Un acte citoyen de la fondation BGFI Bank. Les détails à suivre dans cet élément. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain, 19h30. L'idée était claire pour la fondation BGFI Bank, booster le Made in Cameroun à travers la construction et équipement d'un laboratoire de développement, de modernisation et de contrôle qualité des produits agroalimentaires, retrocédé à l'École nationale polytechnique de Douala. Abakal Mahamat, représentant local fondation BGFI Bank et par ailleurs administrateur directeur général BGFI Bank Cameroun. Inscrit donc dans la logique de la professionnalisation des enseignements prônés par le chef de l'État et conduit par le chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famendongo, pour que aujourd'hui nous rendons nos étudiants plutôt autonomes. Nous souhaitons des étudiants entrepreneurs. Nous avons souhaité donc réaliser ce laboratoire pour apporter notre contribution aux produits agricoles, au label Made in Cameroun, pour qu'il soit valorisé, pour qu'il soit compétitif sur le marché international. Ce laboratoire permettra donc aux étudiants d'avoir plus de professionnalisme, aux enseignants de dispenser des cours dans des meilleures conditions et à nos PME locales de faire en sorte que les produits qu'ils produisent puissent recevoir le label, la certification nécessaire pour compétir sur le marché international. Une vraie révolution opérée au niveau des recherches grâce à ce bâtiment, désormais, qui vient renforcer les capacités de recherche de cette structure. Une vraie réponse concrète aux besoins des étudiants. Nous avons un outil grâce à BGFI Bank. Vous savez très bien que, au-delà des barrières douanières, les plus grosses barrières, c'est les barrières phytosanitaires. L'Université de Douala, à travers l'École nationale polytechnique, est en mesure de résoudre ce problème. Un ouf de soulagement chez les apprenants qui, en plus de remercier la fondation BGFI Bank, voient en ce geste une plus-value dans leurs travaux. Merci à la fondation BGFI pour le don du laboratoire parce que les analyses étaient vraiment difficiles et ça ralentissait la recherche. Donc avec ces différents équipements, vraiment nous allons avancer et pouvoir mettre notre empreinte dans l'innovation. Ce don vient à point nommé, ça vient renforcer le plateau technique que nous avons déjà à l'école polytechnique de Douala et surtout ça vient nous donner la force à nous en titre de cette école pour effectuer nos analyses, pour pouvoir certifier, donner encore plus de la valeur à nos produits. L'École nationale polytechnique de Douala a fait là un choix pour un partenaire pour l'avenir de la recherche au sein de sa structure. Et ce partenaire s'appelle la fondation BGFI Bank.